j'étais entre tout le département et moi j'étais bienvenu au nom du Goéland Masqué qui ce soir lance sa saison 2007-2008 et qui est particulièrement heureux d'accueillir Alain Goutal qui est déjà à l'œuvre. Ouais, contraint et forcé. Alors, il est prévu que dans quelques instants il se retourne, donc voilà. Je savais bien que c'était une mauvaise idée de me tomber de l'eau. Et donc aujourd'hui on va avec Dominique et Alain parler justement de cette bande dessinée d'une manière donc précise sur l'œuvre d'Alain et d'une manière peut-être plus générale sur la bande dessinée et ce qu'elle représente. Alors je vais laisser donc Alain terminer son approche. Oui, c'est pas un dessin, hein, c'est juste un bout de machin. Dominique me fait son petit regard pitoyé, vous savez. Ouais, je m'appelle Alain Goutal, voilà, ça il l'a dit. D'ailleurs c'est toi qui l'as dit, hein. C'est moi qui l'ai dit. Je vis dans la partie orientale des Monts d'Arrée, donc c'est la partie du bocage, le pays de Pline pour ceux qui connaissent, dans le coin de Saint-Servais sur les hauts plateaux qui sont de l'autre côté de Calac, qui vont de Saint-Servais jusqu'à Lanrivain, Saint-Nicolas. C'est une région qui n'est pas connue comme étant attribuée aux Monts d'Arrée, mais pourtant ce sont les Monts d'Arrée orientaux, puisqu'ils s'arrêtent au massif de Quintin, les Monts d'Arrêt. Tu ne pas de la colonne vertébrale ? Ouais, non, c'est le cœur. En fait, on connaît surtout les Monts d'Arrêt, on connaît. Ouais, non, mais c'est pas. Les Monts d'Arrêt, c'est effectivement Roy-Trédudon, Roy-Trévézel et tout ça, c'est ceux qui sont le plus connus. Mais le massif, il est massif, c'est un massif compact qui s'arrête en fait à Montcontour. Voilà, mais c'est très intéressant. C'est un pays magnifique que les habitants de la côte ne connaissent pas beaucoup parce qu'on a plein d'amis par ici et on sait très bien que c'est très difficile de rentrer dans les terres lorsqu'on vit sur la côte. Mais c'est un pays de tradition, c'est un pays de la tradition du chant. Les frères Morvan sont nos plus proches voisins. Tradition musicale et tradition du chant d'une manière générale. C'est un pays qui n'est pas connu dans ce sens, puisque les terres mégalithiques sont plutôt attribués du côté de Carnac. Or, 6 des 12 plus grands menhirs de Bretagne sont justement sur ces crêtes, là, des menhirs qui culminent à 7,5 m, à 7,50 m, 8 m, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des énormes pachydermes, voire cétacés qu'on retrouve cachés en forêt. Si je vous raconte tout ça, pourquoi? C'est pour vous dire qu'on a d'abord choisi le lieu où on voulait vivre il y a 35 ans, et depuis on y est resté et on trouve que c'est un endroit formidable. Et que pour aller avec ce lieu où on vit, où je vis, j'ai trouvé que le métier de bande dessinée, d'illustration, l'affiche, le dessin de presse, c'était vraiment ce qui collait le mieux, en tout cas pour ce qui me concerne. Alors justement, qu'est-ce qui a été, quels ont été tes débuts? En fait, tu as commencé par découvrir la bande dessinée, comme tout le monde, j'imagine, dans Pilote, vu ton âge. Et donc... Alors, mes débuts dans la bande dessinée remontent à mon âge de 3 ans, en fait. Ah oui, alors ouais, donc, c'était carrément le sapeur, j'ai encore... le sapeur camembert. Oui, c'est ce qu'il dit, le sapeur camembert. J'ai encore l'odeur de l'encaustique qu'il y avait sur le plancher de ma tante, où je lisais Quick et Flupke, qui est une des histoires d'Hergé qui a fait Tintin. Et mes premiers albums, je les ai eus quand j'avais 3-4 ans, et je croyais que c'était des albums à colorier, puisque moi je noircissais tout ce qui était blanc, les pages de garde et tout ça. Donc voilà la bande dessinée, elle remonte à très très loin, encore plus loin que tu ne le penses. Donc tu nous as raconté que tu étais, que tu as commencé en fait ta carrière par une pression importante de ta mère, qui en fait t'a envoyé dans une formation et dans un travail technique, plutôt de dessin technique. Oui, mais enfin, je te l'ai raconté en off, je ne veux pas que ça m'intéresse, mais je veux bien y revenir. Oui, effectivement, j'aurais moi bien aimé... C'est une soirée d'humour. Hein. Non,
À l'époque, effectivement, il n'y avait pas d'école spécialisée bande dessinée ou même de formation de dessin tout court. Il y avait des écoles des beaux-arts. Moi, j'aurais bien voulu faire les écoles des beaux-arts. Or, je vivais dans un milieu très très modeste. Mon grand-père est jardinier maraîcher. Maman, je vivais seul avec maman qui était dactylo. Et donc, elle s'est dit, mon gars, si tu te barres là-dedans, tu vas avoir du mal à vivre. Et donc, effectivement, j'ai suivi une formation, on va dire, technologique, puisque j'étais projeteur dans un bureau d'études. J'ai fait suivre des cours de dessin industriel parce qu'elle pensait que la planche et le dessin me rapprochaient de la bande dessinée. Ça a autant de rapport qu'un bourguignon avec un bigoudin, voire pas que sur certains points. J'ai rencontré cet après-midi. Ouais. Et alors donc après, tu as franchi le cap en fait en rentrant de plein pied dans la bande dessinée, en éditant un premier dessin en fait quand même à Pilote. Ouais, j'avais 17 ans, mais ça c'était plus dans les dingos de Steve. Non, alors, comment je suis rentré dans le dessin, si ça vous intéresse vraiment, mais Oui, moi ça m'intéresse. Bon. En fait, dans le bureau d'études dans lequel je travaillais, mon voisin était un breton, c'est Serge Faucheur. Et Serge Faucheur. Et un week-end, sans me dire, il avait je faisais autant de caricatures politiques dans les marges de mes plans que de plans. Mais j'étais payé pour faire des plans. Hein. Et il a fait un dossier de tous mes dessins et il est allé voir un directeur de journal, Morvan Lebesque, qui travaille au Canard enchaîné et qui s'occupait aussi d'un canard en Bretagne qui s'appelait La Nation bretonne. Et il lui a présenté mes dessins et Morvan lui a dit, Morvan et Glenmore, Milik, lui ont dit, écoute, il commence dès lundi s'il veut. Et on a mis 2 mois avant de prendre la décision parce qu'on venait juste d'avoir une petite fille, on a attendu qu'elle soit en âge de venir en Bretagne, c'est-à-dire 3 mois. Et on a arrêté le métier et on est arrivé pour travailler à la Nation bretonne qui venait de déposer son bilan. Voilà comment ça a commencé. Mais en même temps, le choix était fait, le choix de vie était fait, puis le choix de travail, et après tout s'est enchaîné. Bien sûr, d'abord le dessin de presse, l'illustration, l'affiche, et puis au début des années 80, Pilote dans la bande dessinée, et puis après une quinzaine d'albums. Alors, toi, tu as une spécialité en fait, ou une particularité plutôt, c'est que dans la bande dessinée, tu travailles un petit peu sur commande. C'est-à-dire que là, ton dernier ouvrage, par exemple, c'est pour le musée de Calac, donc sur les Pagnols bretons, mais un de tes grands succès, puisqu'en fait, tirage 45 000 exemplaires, tu m'as dit, c'est sur l'histoire de Saint-Malo. Hein. Donc ça, c'est donc une particularité, une spécificité qui est quand même pas commune, je veux dire, dans le monde du dessin. Oui, ce qui n'est pas commun, c'est de gagner sa vie en faisant ce métier-là. Et effectivement, je gagne ma vie en faisant ce métier-là parce qu'il se trouve que je ne fais pas que de la bande dessinée. Une autre caractéristique, c'est la protéiformie. C'est-à-dire je ne fais pas que de la bande dessinée. Je fais du dessin de presse, je fais de l'affiche, je fais de l'illustration, j'ai travaillé pour la télé, j'ai fait des clips télé, j'ai travaillé pour Canal+ pendant 3 ans, j'écris des histoires, j'ai été correspondant de presse, organisateur de festivals ou d'expositions. Mais c'est pas par... si je fais tout ça, c'est surtout essentiellement par passion, parce que j'aime faire tout ça, j'aime bien transmettre. J'anime également des ateliers de bande dessinée ou de dessin ou d'écriture. Des ateliers d'écriture. Ouais, parce que c'est vraiment, je pense qu'on a la chance, la bande dessinée appartient quand même, la bande dessinée, l'illustration, le dessin est un art de la communication. Voilà, et dans ce sens, je pense qu'on est un peu responsable et qu'on doit transmettre. On doit communiquer, on doit transmettre, et j'adore le faire. Alors ça, c'est une autre caractéristique. Effectivement, j'ai fait plus d'albums de commande que d'albums d'imagination. Cela dit, j'ai quand même fait pas mal d'albums d'imagination. Mais les albums de commande me permettent de vivre de cet art, donc là, qui est de plus en plus délicat au niveau économique. Tu as fait par exemple donc, un ouvrage sur Saint-Malo, un autre sur un pilote d'aviation, un autre sur les sites HLM. Sur l'habitat rural en Bretagne. L'habitat rural, l'habitat social est né en Bretagne. Les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que les HLM, qui sont devenus les HLM maintenant, c'est venu du modèle d'habitat social qui sont nés en Bretagne au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, et qui ont donné naissance au principe des HLM. Voilà. Alors, justement, on est un peu dans le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans quelque chose comme ça, l'histoire de Saint-Malo, ou bien par exemple l'histoire des HLM, on va dire, à partir de là, donc
on n'est pas censé tout savoir, on n'est pas censé tout connaître, donc tu t'entoures de compétences. Comment ça se passe pour créer un bouquin? La spécificité de tous ces albums, tu en as cité 2 ou 3, je rajouterais Cas de la Tête Noire, je rajouterais Kanata, je rajouterais Le Passage, je rajouterais plein d'autres albums qui ne me viennent pas à l'esprit, mais j'en ai fait une quinzaine, ont un trait commun, un fil conducteur, ou du moins un trait commun, c'est l'histoire. Ils ont tous trait à l'histoire. L'histoire avec un grand H. Parce que c'est vrai que l'un des aspects qui m'intéresse le plus, c'est quand je fabrique un album de bande dessinée, c'est l'enquête. L'enquête recherchée, et en particulier recherchée dans l'histoire, parce que l'histoire me passionne. Donc c'est vrai que la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie souterraine, celle qu'on ne voit pas, c'est celle qui concerne les recherches. Recherches sur le terrain, recherches dans les musées, dans les archives, dans les bibliothèques, dans les bouquins, pas sur Internet. Internet nous aide un tout petit peu à trouver des pistes, mais surtout ne peut pas nous apporter tous les éléments de réponse. Une approche, c'est qu'une approche, sinon tout le monde n'aurait qu'une connaissance Internet qui serait assez limitative. C'est unique, quoi. Oui, alors en fait, quand on construit une bande dessinée, il y a 3 métiers. On va les rappeler. Donc c'est le métier de scénariste, le métier de coloriste, enfin ou de dessinateur si on les met dans l'ordre, et puis le métier donc de coloriste. Alors il se trouve que toi, dans ces 3 métiers, tu te situes comment? Les 3 casquettes. Les 3 casquettes. Alors, ça c'est effectivement aussi ta particularité, c'est-à-dire qu'un bouquin, tu le mènes de A à Z, alors que certains autres donc, ont des spécialités, c'est-à-dire que si on pense par exemple à Chauvel, qui est un scénariste qui habite Quimper, lui, il est essentiellement donc scénariste, point final. Il a choisi d'être que scénariste, voilà. C'est un excellent dessinateur. Oui, non, mais je le dis quand même. Ouais. Et donc toi, par contre, tu te mets les 3 casquettes. Je me mets les 3 casquettes, mais je ne m'interdis pas d'en avoir qu'une seule. C'est-à-dire que je peux écrire une histoire pour un autre dessinateur, je peux faire le dessin sur le scénario d'un autre scénariste, et je peux faire appel à un copain coloriste pour travailler de concert sur un album. Par exemple, c'est pour ça que j'ai travaillé sur Kanata, entre autres avec un formidable coloriste qui s'appelle Patrick Marzial, qui entre autres fait des affiches somptueuses pour le festival des films de Dornolé. Et sur l'exemple du bouquin donc la destination des enfants, tu as travaillé donc avec Olivier Boiscomin donc sur le dessin, hein, qui est un jeune, c'est quelqu'un de... C'est un des auteurs les plus prometteurs du métier. C'est ça, oui, d'une trentaine d'années. Hein. Oui, 35 quand même. Oui. Non, mais je veux dire, pour ramener les choses aussi... Je n'ai pas 50 sur les yeux, mais bon, je vais mettre 35. Et puis donc, toi, tu as fait le scénario de ce bouquin. Oui, c'est une histoire... souvent, l'avantage, c'est quand dans la bande dessinée, dans le livre aussi, dans l'écriture des livres, que ce soit des livres jeunesse, que ce soit les romans, la spécificité des romans, c'est que lorsqu'on a envie d'écrire une histoire, on n'est pas trop gêné pour le faire. On ne sait pas si ça va être publié, mais on le fait. Et là, en l'occurrence, cette histoire-là, j'ai tout de suite pensé à l'univers d'Olivier. J'aurais pu le réaliser, mais c'était à l'univers d'Olivier auquel j'ai pensé. D'ailleurs, dans le même genre et dans le même type de collection, actuellement, je travaille avec, tu as cité Giorgio Pinelli, sur une autre histoire, aussi destinée aux enfants, qui est plus dans l'univers polar, mais un polar tout à fait original, puisque c'est un polar pariétal. C'est-à-dire ça se passe à l'époque où les Néandertaliens et les Cro-Magnons vivaient ensemble, et l'enquête va se passer, l'essentiel de l'enquête va se passer dans une grotte avec plein de peintures rupestres. Et là, c'est pareil, j'ai pensé à cette histoire parce que j'ai pensé à l'univers de Pinelli qui va s'y prêter merveilleusement de par son sens des pigments et des couleurs. Alors ça veut dire qu'on est infidèle quand on est dessinateur, ou auteur de BD ou scénariste? Infidèle? Infidèle parce qu'en fait, tu as travaillé avec Olivier Boiscomin, tu travailles maintenant avec Pinelli. Je suis marié avec personne, hormis avec Cathy depuis 5 ans, après 32 ans de fiançailles, hein, c'est ça. Donc, non, je suis... je veux dire, sérieusement, plus sérieusement. Non, ce qui est formidable, c'est que la bande dessinée, c'est une multiplicité de talents, de virtuosité. Moi, je suis encore émerveillé par le talent des autres. Et quand j'ai le privilège de pouvoir travailler avec des auteurs, qui soient scénaristes ou dessinateurs,
qui ont un talent fou, c'est un privilège rare. Et pourquoi je m'en priverais? Ah, d'accord. Mais en fait, dans ce monde-là, c'est assez facile de très sauter d'un scénariste à l'autre. Ouais, si tu veux, mais je dirais que c'est même plus complexe que ça. C'est un métier où on a la chance de renvoyer des ascenseurs et où on a même l'opportunité de pouvoir travailler ensemble sur des œuvres communes. Là, tu as parlé d'un bouquin qui vient de sortir sur les pagnols. Les pagnols, c'est pas ma tasse de thé a priori, et encore moins la chasse. Je suis plutôt connu pour avoir des positions anti-chasse particulièrement affirmées. Mais en l'occurrence, on m'a proposé de raconter l'histoire de passionnés qui sont les éleveurs des pagnols dans mon coin. Le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte du temps qu'il faut pour réaliser un album de bande dessinée. Un album de bande dessinée, on va dire, c'est une moyenne d'1 an de travail. Même si on peut réduire un tout petit peu les délais, on va dire une dizaine de mois. Et en fait, le deal qui m'avait été proposé, c'était 4 mois. 4 mois, c'est impossible. Donc, dans ces cas-là, le seul contournement d'obstacle, c'est de faire appel à des amis, des collègues, avec qui on travaille ensemble sur le même matériau. C'est moi qui ai écrit l'histoire, mais... De ton équipe. J'ai constitué une équipe avec laquelle j'avais déjà travaillé sur un autre bouquin qui s'appelait Une mémoire de 100 ans, c'est-à-dire à savoir quelqu'un qui m'aide pour le dessin. Alors, bien sûr, ça a des exigences. J'ai fait appel à un très grand dessinateur qui s'appelle Jean-Luc Yêtre, mais en lui demandant de ne pas faire du Yêtre, de faire du Goutal. Enfin, autant que faire se peut, c'est-à-dire que son dessin soit le plus proche de... Parce que c'était à moi qu'on avait fait la commande, et je pense que je ne pouvais pas trahir non plus les commanditaires. Et Jean-Luc a un tel talent qu'il était capable de faire du Goutal. Yêtre peut faire du Goutal. Goutal, c'est pas sûr qu'il fasse du Yêtre par rapport à son talent, mais Yêtre est capable de faire du Goutal. Donc il s'était mis au service de mon trait. On a travaillé les crayonnés ensemble. J'ai fait des ancrages pour on va dire, niveler, unifier le style, oui c'est ça, oui. Et puis au niveau des couleurs, c'est pareil, j'ai fait appel à un coloriste avec qui je travaille depuis très longtemps, et en particulier, que tu connais bien, mais je travaille avec lui à Quai des Bulles. C'est un coloriste qui s'appelle Darwin, et qui a une qualité aussi formidable, c'est un fresqueur, c'est-à-dire ce sont ces artistes qui sont capables de se mettre dans la peau d'un autre auteur, et de reproduire sur des échelles absolument gigantesques. Là, il vient pour Quai des Bulles, il m'a fait une fresque de 10 mètres de long sur 2,50 mètres de large, de haut, et il s'est mis dans la peau de Rosinski pour faire du Torgal, pour te dire un peu les qualités du bonhomme. Donc j'ai travaillé avec lui pour les couleurs, et on a réussi à tenir un délai infernal de 4 mois, d'à peine 4 mois pour faire un album. Voilà, tu vois, c'est des situations où on peut mélanger nos qualités. Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, je connais bien effectivement le coloriste, puisqu'il s'appelle Darwin, et la particularité pour Pinard, c'est que Darwin en question... Il a vachement évolué, d'ailleurs. A séjourné, ouais. Il a séjourné, il déstabilise en permanence. Il a séjourné en fait à la Chapelle de la Joie, à la Chapelle de la Joie, en fait, avant la publication de son premier bouquin, qui était un bouquin pour enfants, qu'il a travaillé avec Tarek et puis Le Grumpf. Et donc ils ont tous trois en fait produit le Chamouraï, donc qui est en fait conçu ici pendant un an. Pour revenir donc à nos moutons, en fait de l'œuf et de la poule, qu'est-ce qui commence en fait, qu'est-ce qui permet de démarrer enfin un petit peu donc une BD? Le travail en fait, tu sais, il faut le savoir, enfin faut que vous le sachiez, c'est entre 10 et 12 heures de boulot par jour. Les gens ne le savent pas trop, et surtout les jeunes qui veulent faire de la bande dessinée, c'est la première chose que je leur dis. Moi, je les encourage toujours à faire de la bande dessinée. Quand tu as le feu sacré, de toute façon, rien ne t'arrête. Mais simplement, il faut savoir que c'est du boulot. Pour faire ce boulot-là, il faut travailler tout le temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'abord, une fois que tu as le déclic de l'histoire, alors le déclic de l'histoire, c'est exactement le même déclic que peuvent avoir que des romanciers. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui va te provoquer? Qu'est-ce qui va t'interpeller? Ça va être l'histoire, une histoire, un emprunt que tu vas faire à l'histoire avec un grand H, ou une pierre dans un champ qui te semble énigmatique, quelqu'un que tu croises dans la rue, enfin tous ces petits riens qui constituent des tours indispensables. Et après, tu fermes avec l'histoire. Vous pouvez noter la fin de ouais. Tu fermes avec l'histoire. Et donc tu l'écris. Mais tu l'écris en fonction d'exigences. C'est-à-dire qu'un scénario de BD, c'est pas un roman. C'est moins bavard. C'est plus concis. C'est synthétique. Tu dois tenir compte du rythme qui va être celui de la construction du dessin. Parce que la bande dessinée, ce n'est pas qu'un art de feignant, contrairement à ce que certains peuvent croire.
faut pas oublier que la bande dessinée apparaissait dans la catégorie sous-littérature jusqu'au début des années 80 dans les textes de l'éducation nationale. Les gens qui ne savent pas racontent n'importe quoi. L'ignorance, l'ignorance a fait naître la haine et fait naître aussi des propos aussi. La bande dessinée, c'est un vrai travail, c'est surtout un travail d'écriture. C'est un travail d'écriture très particulier qui respecte des règles. Il faut respecter ces règles pour qu'on soit compréhensible. Donc, l'histoire qui est écrite donc, tient compte de ces règles. Règles de construction, de découpage, de dialogue, continuité dialoguée ou récit commenté. C'est ça. Alors, et documentation. C'est ça. Alors, la documentation, c'est ça, c'est souhaitable pour tout scénariste qui se met à... On n'a pas la science infuse, même par rapport à un dessin, il faut le travailler un peu avant. Oui, c'est pas seulement l'imaginaire, quoi. Voilà, ouais, bien sûr. D'accord. Et alors après, en fait, on remarque dans la bande dessinée, quand même, d'une façon générale, qu'il y a, en fait, peut-être, je ne sais pas, des nouvelles formes, ou en tous les cas, je ne suis pas sûr que ce soit des nouvelles formes. Si je pense, par exemple, au sapeur camembert, je ne sais pas si vous vous souvenez, le sapeur camembert, c'était des dessins, donc ça c'était quoi, 1920 ? Non, c'est 1870, ouais, c'était à l'époque de la guerre de 70. Ouais. Donc c'était effectivement des dessins linéaires, il n'y avait pas de texte du tout donc, sur les dessins. Par contre, il y avait des bandes en dessous qui étaient les bandes de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une dissociation des... la question de savoir pourquoi ça s'appelle la bande dessinée. Alors justement, c'est la question que j'allais te poser. Ah. La bande dessinée vient de l'époque du sapeur camembert, effectivement, et même avant le sapeur camembert, les journaux de la Révolution, au XVIIIe siècle, utilisaient la bande dessinée comme moyen narratif, et c'était en général des bas de page sur une bande, sur ce qu'on appelle un strip maintenant, c'est-à-dire sur une bande, et souvent c'est des commentaires plutôt bien gaulés, mais pas avec des dialogues, avec des bulles, des phylactères. En général, effectivement, des commentaires soit au-dessus, soit en dessous. Mais l'appellation bande dessinée date de cette époque-là. Alors maintenant, en fait, on a vu dans l'évolution des choses, donc des cases, qui sont des cases extrêmement disposées de façon un peu non régulière, on va dire. Donc comment on positionne les cases et quel sens ça a ? Le sens des cases dépend essentiellement du sens de narration. Une bande dessinée s'écrit de gauche à droite, se lit de gauche à droite. Voilà. Les personnages se meuvent de gauche à droite. Le sens de l'action se lit de gauche à droite. C'est-à-dire que si par inadvertance, prenez n'importe quel album d'Hergé. Hergé, je vous mets au défi de trouver une seule erreur de narration. C'est-à-dire que les personnages vont toujours se déplacer de gauche à droite, vont courir de gauche à droite. Les voitures vont aller de gauche à droite. Si par malheur vous faites aller un personnage dans un autre sens, vous faites courir de droite à gauche, il va sortir de l'histoire. Et si vous faites sortir le personnage de l'histoire, le lecteur va sortir de l'histoire. Pour le raccrocher, ça va être coton. C'est-à-dire qu'il faut absolument le ramener dans le sens de l'histoire. Donc, la bande dessinée s'écrit de gauche à droite, se dessine de gauche à droite, se lit de gauche à droite, bien évidemment, mais surtout, le sens de narration graphique se fait toujours de gauche à droite. Une bonne bande dessinée répond à ces critères-là. Et en général, personne ne transige. Et quand je dis de gauche à droite, c'est que même l'échange des dialogues se fait de gauche à droite. Si tu veux comprendre un dialogue, il faut vraiment qu'il faut que le premier intervenant, son dialogue dans la bulle, soit à gauche, et que la réponse, ou les réponses à se suivre, viennent sur la droite. Vous n'avez pas eu besoin de dessin, vous avez compris. Très bien. Très bien. Alors, arrivé à ce stade, est-ce qu'il y a des questions qui se posent que vous voudriez lui poser ? Parce qu'en fait, j'ai pas le monopole, forcément. Est-ce que l'album est dessiné avant, ou bien est-ce qu'il vient comme ça, mensuellement pour Pilote, ou bien hebdomadaire comme... Ma caractéristique, c'est de ne pas avoir fait de série ou d'histoires à se suivre. Et quand j'ai travaillé pour Pilote, c'était des histoires ponctuelles. Mais lorsque des histoires étaient écrites pour des journaux comme Pilote, comme À Suivre, comme L'Écho, comme Tintin, c'est des histoires qui étaient écrites au gré à gré, au coup par coup. Parce qu'à l'époque, les auteurs, c'était à une époque où les auteurs arrivaient à vivre de leur art, parce qu'il y avait une prépublication. Ils étaient payés au prix de la planche qui était prépubliée dans un journal. Donc ils faisaient au fur et à mesure. Ils écrivaient l'histoire au fur et à mesure. L'album n'était pas fait tout entier. Maintenant, les albums sont faits intégralement, puisque les auteurs ne sont plus payés en prépublication, mais sont payés en avaloir sur les droits d'auteur qu'ils vont percevoir éventuellement.
Donc c'est pour ça que la situation économique de la bande dessinée, je pense que tout à l'heure, je crois que tu voulais l'aborder, a beaucoup changé. C'est que les jeunes auteurs, je disais ça tout à l'heure, et ça peut paraître complètement surprenant, lorsque j'ai commencé dans Pilote au début des années 80, j'étais mieux payé pour le prix d'une planche, uniquement pour le dessin et la couleur, qu'aujourd'hui un jeune auteur qui débute pour le prix d'une planche, couleur, dessin et texte. Mais pas à franc constant, à franc réel. C'est-à-dire que moi j'étais payé 1200 francs la planche, et maintenant un jeune auteur qui débute n'est pas payé 150 € la planche. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 27 ans. C'est la situation économique des auteurs. Je crois qu'on traverse tous la même crise économique, c'est-à-dire que les éditeurs sont devenus, allez, on va dire, n'ayons pas peur des mots, sont devenus des marchands, que des marchands. Autrefois, il y avait un esprit, l'esprit du livre, on va dire. Des marchands à sang-froid. Des marchands à sang-froid, effectivement, oui. Et ils ne voient qu'un calcul extrêmement cynique sur l'investissement. Et ils font travailler plutôt des jeunes auteurs parce qu'ils se disent que les jeunes auteurs vivent encore chez les parents et qu'en vivant chez les parents, eux, ils vont faire des économies. Ah non, mais c'est terrifiant. Et il y en a qui le disent, franchement. Un éditeur comme Delcourt ne s'en cache pas. Et il y a des auteurs qui font un album entier. S'ils ont le malheur de faire un album entier et de présenter à un éditeur, et que l'éditeur trouve que l'album est intéressant mais qu'il n'a pas les moyens de l'acheter, il l'achète à un prix dérisoire, il va le publier. Delcourt a acheté il n'y a pas très longtemps un album entier pour 5000 francs. C'est-à-dire pour 750 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sachant qu'il faut passer en général 5 à 6 jours par planche. C'est un nouvel esclavage. Vous avez bien compris qu'une planche, c'est donc une page. Ouais. Et les livres sont aussi chers. Les livres sont plus chers. Ouais. Sont plus chers. Là, actuellement, le monde de l'édition, contrairement à ce qu'on peut penser par les chiffres que tu as annoncés, qui sont tous exacts, effectivement, il y a de plus en plus de titres. Mais avant, quand un titre sortait, il restait 1 an, 2 ans en librairie. Maintenant, il reste 15 jours, 1 mois. Quand il est ouvert, des caisses qui arrivent chez les libraires, les libraires reçoivent tous les mois des offices. Ils n'ont pas le temps de tout ouvrir. Et la survie du livre est complètement précaire, parce que les éditeurs sont rentrés dans un cycle qui, en termes bancaires, s'appelle la cavalerie. C'est-à-dire qu'ils amènent toujours plus loin la fabrication. En général, ils travaillent avec des imprimeries qui sont soit leurs imprimeries, soit des imprimeries dont ils ont l'exclusivité, et ils travaillent en permanence sur la publication. Ils jouent sur une trésorerie qui n'arrête pas de rouler en avant, quoi. Et qui plus est, vous savez que jusqu'à présent on avait la chance de vivre dans un pays grâce à Langue où le prix du livre était protégé. Le prix du livre est toujours protégé officiellement. Mais maintenant, vous avez remarqué qu'il y a de moins en moins de librairies, de plus en plus de stands de vente de livres dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces contournent la loi par comment on appelle ça, la marge arrière. La marge arrière ne peut pas s'attribuer au bouquin. C'est pas possible puisque le prix du livre est protégé. Ils ont mis au point un stratagème, beaucoup de grandes surfaces, je ne dis pas toutes, mais beaucoup de grandes surfaces, absolument immondes. C'est-à-dire qui est la facture anticipée. Un livre sort. Excusez-moi, c'est technique, mais c'est grave en même temps, je vous le dis. Hein. Un livre sort. La facture qui est faite à la grande surface, ou à monsieur le gérant de la grande surface, la facture va être anticipée de 4 mois, c'est-à-dire antérieure de 4 mois. Au bout de 4 mois, la loi autorise à défraîchir le livre, le prix des livres. C'est-à-dire à vendre un prix de livre en le considérant comme défraîchi, c'est-à-dire comme solé, même si vous l'achetez pas comme solé. Si bien que l'arrangement il est fait directement entre l'éditeur et le vendeur, sur le dos de l'auteur, qui ne touche par la loi aucun centime sur un prix soldé. C'est la manière dont ils ont détourné le... Alors, bien sûr, ça joue beaucoup sur les auteurs qui vendent énormément de bouquins. Tu parlais de François Bourgeon, qui a des gros titres. C'est évident que les chiffres que lui il vend, que l'éditeur lui donne, c'est même pas la moitié des chiffres qui sont réellement vendus par ce système-là. C'est un système totalement unique, mais tous les corps de métier subissent, tous les corps de métier subissent ce genre de... On est dans une situation, on va dire, je n'ai pas peine à croire que ça puisse arriver. Mais... Est-ce que, en fait, à
un professionnel comme toi rencontre souvent en fait le public et quel est le public rencontré? Est-ce que c'est un public différent en fonction des œuvres, ou bien est-ce que tu réussis à avoir un panel assez large entre les jeunes, les adultes? Je pense que la bande dessinée, faut pas choisir entre est-ce que c'est un art pour les enfants ou pour les adultes. C'est un art qui est devenu adulte, qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Quant au public, le public de la bande dessinée est un public très particulier. La bande dessinée permet de s'arrêter sur des images, quand tu es lecteur, de projeter des choses dans les images, de projeter des histoires, de projeter des histoires qui ne sont pas forcément tes histoires, des histoires que tu as vues. Et donc, quand on les rencontre, et on les rencontre souvent, ne serait-ce que dans les séances de dédicaces ou dans les festivals, au cours comme le disait très justement Dominique, au cours de cours, au cours d'échanges comme ça, on s'aperçoit que souvent ils nous ont dépossédé des personnages qu'on a créés, ou en tout cas qu'ils ont mis dans nos personnages ou dans nos histoires des choses qu'on n'y avait pas forcément. Et donc on a affaire à des co-scénaristes très très souvent, qui nous demandent des comptes, qui nous demandent des comptes sur des histoires qu'on a pu écrire, et qui de toute façon sont obligés d'en tenir compte. Moi, à titre personnel, en tant que lecteur, j'avais accepté que François Bourgeon se serve du prénom de notre fille, Enora, pour les passagers du vent. François est quelqu'un d'assez radical dans ce qu'il fait, et au bout du 5e épisode, il avait envie d'éliminer tous ses personnages, parce qu'il commençait à être gonflé par ses personnages, il voulait éliminer toute une batterie de personnages, dont Enora. Et on l'a menacé. Et on lui a dit, mais on se revoit plus si tu tues Enora. C'est même plus la peine de mettre les pieds à la maison. Et il en a tenu compte, il en a sauvé quand même 1 sur 2, ou 2 sur 3, je crois, tu vois. Donc on a quand même des comptes à rendre, et certains auteurs ont des comptes à me rendre par rapport à leurs histoires, tout comme je pense que certains auteurs ont des comptes à te rendre par rapport à ce que toi, tu as mis dans les histoires. Je pense que la bande dessinée a ceci, mais je pense que le roman aussi d'une manière générale, mais la bande dessinée a ceci de particulier, que c'est vraiment une relation très particulière entre l'objet livre, qui est un livre illustré, on va dire, un livre d'images, et la narration elle-même. Et si bien qu'entre toi et le lecteur, il y a des rapports un peu particuliers. Alors tu as des lecteurs extrêmement chiants, ce qu'on appelle les aficionados qui sont là pour la dédicace, tout ça, mais tu as des lecteurs qui te font vraiment progresser, et formidablement progresser, qui t'apportent des éléments on va nuancer tout ça. De quoi? Qu'est-ce que... Non. Est-ce que j'ai dit des gros mots? Oui, t'as dit un gros mot, mais... Alors Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Quelqu'un a envie de se lancer? Seulement une question, pas une réponse. Hein. Oui. Est-ce que vous dessinez différemment pour les enfants par rapport aux adultes? Est-ce que les techniques narratives sont différentes? Est-ce que les enfants sont prêts à évoluer par rapport aux techniques narratives de l'adulte? C'est un espoir par les enfants. La question est très intéressante, elle est totalement vraie. C'est-à-dire qu'effectivement, le mode narratif pour les enfants est le même mode narratif que pour l'adulte, mais il est moins complexe. Et le dessin, effectivement, le dessin est plus simplifié, on va dire plus rond, plus sucré. Moi, il se trouve que j'adopte plusieurs styles de dessin. En particulier, je peux dessiner réaliste ou hyper réaliste, mais pour les enfants, j'aime bien dessiner, on va dire, pas d'une manière enfantine, mais d'une manière plus sucrée, plus ronde, quoi, plus sensuelle. Et donc, effectivement, je tiens compte de leur interprétation des choses. Les personnages vont amplifier... Ouais, tu veux dire quelque chose? Non. Vas-y, dis, hein. Non. Vont amplifier les expressions. Par exemple, on va dire, il y a des relations, des expressions qui vont être plus subtiles, plus nuancées pour une bande dessinée adulte, et plus... on va dire plus grand guignol pour des bandes dessinées enfants, par exemple. Mais il y a d'autres aussi de modes. La poésie n'est pas interdite non plus dans les histoires pour les enfants, hein. Même le dessin poétique. Hein. Donc effectivement, il y a de la bande dessinée pour adultes et de la bande, enfin pour les adultes, pas forcément pour adultes, pour les adultes. Et puis il y a des modes d'expression de bande dessinée aussi pour un public enfantin et en fonction des âges aussi. Je voulais revenir sur brièvement, parce que c'est pas la peine de passer 2 heures, mais
comme il n'y a pas de... On peut tout dire, hein, ce soir. Donc, Tu sais que tu prends des risques à chaque fois. Hein. je sais. Il y a longtemps que je te connais. Bon. Et donc, j'aurais voulu savoir comment, en fait, les auteurs d'une bande dessinée, c'est-à-dire coloristes, si on peut le prendre comme un auteur, co-signataire. Bon, Non, auteur. D'accord, Bien sûr. auteur. Bon, tout le monde n'a pas Le premier contrat d'auteur a été signé en 1985 à Patrick Marzial pour les couleurs qu'il avait fait sur Kanata, où j'avais travaillé avec Alain Deschamps. Premier contrat d'auteur. Donc, en tant que coloriste. Donc ma question. Entendu. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que les trois, dans ce cas-là, le scénariste, le dessinateur et le coloriste, tous trois ont droit à des droits d'auteur. Donc ça va même. Pas nécessairement. Là, c'est contractuel. Après, c'est au gré. Hein. D'accord. Ouais. Donc ma question, c'était justement sur la rétribution. Comment vous êtes rétribué dans ce métier? Qui paye combien? Comment en gros ça se passe quoi? Il n'y a pas de règle. Bon. Non, il n'y a pas de règle. Alors, je prends un exemple si tu veux. Il n'y a pas de règle. Un jeune scénariste qui va contacter. Prenons un jeune scénariste qui fait son premier texte et il va voir Loisel. Il dit, est-ce que t'intéresse? Est-ce que tu voudrais bien me faire le dessin de cette première histoire? Je prends un risque. Loisel lui dit ok. Tout le monde ne connaît pas Loisel. Loisel, celui qui a fait Peter Pan, La quête de l'oiseau du temps. Enfin, bon. Voilà, merci. Oui, c'est bien, t'as raison. On peut aussi faire remarquer quand c'est bien, quand t'interviens. Et c'est évident que, au bout du compte, Loisel, il boxe pas exactement dans la même catégorie au niveau. Il a des besoins. Enfin, il va pas s'engager sur 8 mois ou un an sur un scénario, un jeune scénario comme ça. Donc, il va y avoir peut-être un rapport, des proportions qui vont pas être les mêmes que si, par exemple, Jodorowsky va voir Loisel et lui dit est-ce que ça t'intéresse, Jodorowsky ou je sais pas, ou Van Damme, par exemple. Jodorowsky, c'est l'Incal noir, ou Van Damme, c'est Torgal, c'est 13, voilà. Si tu veux, il y a aussi de l'ancienneté, c'est normal. Bon. Et à l'inverse, c'est vrai qu'un jeune dessinateur, enfin, quand un grand scénariste va voir un jeune dessinateur, le vieux scénariste ou le scénariste qui a de la bouteille, il peut être un peu plus exigeant par rapport à ce qu'il va réclamer. Mais concrètement, parce que là, tu tournes autour du pot, et donc, tu as donné la structure, donc c'est intéressant. Ouais. Et alors, concrètement. Au niveau des droits d'auteur, c'est un tiers. Tout à l'heure, tu as parlé de. Tu as cité un gros mot, l'avaloir. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est, l'avaloir. Oui, c'est vrai. Ce serait bien que tu nous expliques un petit peu comment ça s'applique. Admettons, par exemple, sur un bouquin, on décide que par rapport à tel tirage, les deux auteurs, s'il y a deux auteurs, ça sera plus simple. Si un illustrateur, un auteur, dessinateur, illustrateur et un auteur scénariste, ils se mettent d'accord sur tel tirage pour qu'il y ait un tiers pour le scénariste et 2 tiers pour le dessinateur. Le dessinateur est mieux payé. Il passe plus de temps. Hein. Non, mais voilà. qu'on comprenne. Quand un scénariste passe 2 mois sur l'écriture d'un texte qui va être dessiné pendant 1 an, imagine bien que le rapport 1/6 n'est même pas respecté au bout du compte. Pendant qu'un scénariste peut faire 6 histoires par an, le dessinateur n'en fera qu'une. Donc voilà, tout simplement. Donc 2 tiers, 1 tiers, et alors après, donc c'est payé à la planche. À mon avis, c'est qu'il a envie d'écrire des histoires, non? Il se demande si ça vaut vraiment le coup, quoi. On est payé à la planche. Alors non, il n'est pas payé à la planche. Justement, l'avaloir se passe que sur ce qui est présupposé vendu, sur la base d'un tiers à 2 tiers, pour que ça soit plus simplifié, c'est pas ça les chiffres, mais si c'est 10% du prix de vente d'un bouquin hors taxe, eh bien, sur ces 10%, c'est vraiment un bourguignon pour vous poser des questions mercantiles comme ça. Il y aura, on va dire, il y aura 6% pour le dessinateur et 3% pour. Voilà. Ça te va comme réponse? Mais la valoir, ça donne quoi? T'as pas expliqué ça. Ah oui, alors la valoir, si la valoir, c'est sur les droits d'auteur, sur ce qu'ils vont censés gagner avec le prix d'un bouquin. Alors théoriquement, c'est acquis aux auteurs, mais là depuis 1 an, il y a certains éditeurs qui réclament à certains auteurs qui ont touché des avaloirs le manque à gagner si l'album s'est pas bien vendu. C'est tout à fait nouveau, ça devient complètement insensé. C'est-à-dire qu'un auteur qui a touché, je sais pas, qui a touché 7 000 €, on va dire, pour faire son travail, et s'il n'a pas vendu
comme c'était escompté, l'éditeur se réserve le droit, il faut être assez crétin pour signer ce genre de contrat, mais se réserve le droit de réclamer, je sais pas, 4 000 €, 3 000 €. Ça devient fou, quoi. Alors, donc le dessinateur, l'auteur-dessinateur, donc lui, il a fait des planches. Il le donne donc à l'éditeur, qui lui imprime, fait son travail donc suivant, imprimeur. Et donc à partir de là, les planches originales, c'est l'éditeur qui les garde? Ah non, c'est la propriété patrimoniale exclusive de l'auteur. Ah bon? Oui. Propriété patrimoniale, c'est-à-dire que la valeur, ce que l'auteur vend à l'éditeur, c'est le droit de reproduction. Le droit de reproduction exclusif, certes, mais seulement le droit de reproduction. La valeur patrimoniale, c'est-à-dire la valeur de l'original, est conservée par l'auteur. Même si l'auteur venait à vendre ses originaux à un particulier, la valeur patrimoniale de l'original restera toujours acquise à l'auteur. Par exemple, vous achetez un Picasso, s'il y a une reproduction dans un bouquin d'un Picasso que vous avez acheté, les droits d'auteur vont à Picasso et non pas à vous. D'accord, enfin c'est descendant. Oui, mais peu importe. Je donne des exemples. Alors quand je donne des exemples clairs, c'est vraiment... Je te remercie. Annie, tu es simple. Alors, donc on a compris que le monde de la BD aujourd'hui donc se porte qu'à moitié bien, quoi. Ou à moitié mal. L'édition d'un bande dessinée ne se porte pas très bien pour les auteurs. La solidarité entre auteurs devrait nous amener à prendre des mesures, non pas coercitives, mais en tout cas peut-être de coopératives, je ne sais pas, ou en tout cas de soutien entre nous. Parce que le problème, c'est pas l'édition ni même l'impression d'un bouquin qui est compliqué, c'est la diffusion d'un bouquin. Et actuellement, la diffusion des bouquins est quasi sous le monopole de quelques éditeurs. Et c'est vrai que c'est un boulot, mais c'est un boulot où il y a tous ces arrangements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en même temps, je vois une question que tu ne m'as pas posée. Alors, moi, tu reviendras. Moi, je voudrais bien aussi te proposer quelque chose. Ah non. Pour finir, si ça intéresse quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous, de voir de plus près l'auteur, si vous êtes myope, de loin, eh ben, vous pouvez vous approcher et surtout, non mais je plaisante, mais surtout, en fait, ce qui peut être intéressant, si tu le veux bien, si tu le veux bien. Bon, c'est vraiment une première. Non, si tu le veux bien, c'est peut-être montrer un peu des originaux, un ou deux originaux. Ah oui, si vous voulez, je vous ai amené quelques originaux. Si vous voulez voir à quoi ressemble la matière d'un original, je vous ai amené des originaux. Alors, on a parlé de bande dessinée, je pensais qu'on allait aussi parler du dessin de presse, de l'affiche et de l'illustration, mais je vais quand même vous montrer à quoi ressemblent des originaux, parce que même dans la réalisation des originaux, la fabrication a évolué. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, ou 25 ans, ou 20 ans, lorsqu'on faisait un original, on le faisait sur grand format, les scans étaient des scans fixes, vous savez, ce qui analyse les couleurs et tout ça. Maintenant, les machines ont terriblement évolué, et pour aller plus vite, et pour que les scans soient le plus précis, on travaille sur des tailles moins grandes. Donc je vous ai amené tout ça, et je vous ai amené également les différents procédés de réalisation des originaux, à savoir aussi bien la couleur directe, c'est-à-dire lorsque la planche est faite intégralement avec la couleur dessus, avec ou sans le texte. C'est aussi une version en noir et blanc. J'ai amené aussi des aspects de crayonné aussi, pour que vous voyez comment les différentes phases, le crayonné, l'ancrage, toutes ces techniques. Si ça vous intéresse, je suis à votre disposition pour vous les montrer, et vous pouvez même les toucher. Alors la seule, non mais je ne présente pas, c'est toujours important de toucher un original. La seule chose, c'est que en général c'est la couleur à l'eau. Donc si vous avez les mains moites ou les pieds poites, donc évitez les postillons également. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je suis à votre disposition. Je les ai amenés, je peux vous les montrer, vous les commenter. La seule chose que je demande, c'est que comment il s'appelle, Dominique Riquet soit loin de moi. Parce que... Bien, Dominique, parce qu'il postille, il me reste à vous remercier d'avoir participé. Et il me reste surtout à remercier donc, Alain.
quitté. C'était un plaisir, hein. Voilà. Un plaisir, aussi bien avec les enfants hier qu'avec les personnes. On a fait quand même 3 prestations, hein. Ouais. À l'école, collège, et on a trouvé pas économique, longtemps du tout, ça a passionné les enfants. Cet après-midi, nous étions à 16h au Pays Logement. Et je dois dire qu'il y a eu des moments où c'était très émouvant, l'histoire du loup. Ah, ça, on peut le raconter quand même. Hein. Il y avait une petite dame, j'ai l'impression qu'elle avait dormi pendant tout le temps. Elle passait avec eux, elle était au fond. Tout ça. Elle vient me voir à la fin, comme ça, elle est toute petite. Hein. Elle me toise et me dit et la photo du loup tout à l'heure, hein, et tu la vendrais? Je lui dis, mais non, je vous ai amené des affiches. J'avais amené des paquets d'affiches et mais tu pouvais la prendre. Tu me la donnerais donc? Je dis, ben oui, je viens de vous dire, vous pouvez la prendre. Oh là là! Oh, si tu me la donnes, c'est bien. Surtout que j'avais pas d'argent pour te l'acheter. C'est une authentique bigoudelle, hein, bien évidemment. Avant que l'on se quitte, nous vous rappelons que le salon du Goéland masqué donc, se déroulera comme tous les ans le week-end de Pentecôte. Cette année, les 10, 11 et 12 mai donc 2008. L'invité d'honneur donc sera un écrivain belge qui vit actuellement en France, c'est Nadine Monfils. Et pour tous ceux qui veulent aider l'association, nous vendons en fait des cartes. Vous pouvez adhérer. Elles coûtent 10 € chacune. Voilà, merci donc et à une prochaine fois. Le prochain salon, le prochain café littéraire aura lieu le 2 février avec Jean-Bernard Pouy et Marc Villard sur le thème du roman noir.